Ah, ok, ça enregistre. Et donc, vous avez toute l'équipe qui est ici présente aujourd'hui. Voilà. Et donc, le sujet aujourd'hui, pour situer un peu, donc, se situe au niveau de la Meuse. Donc, la Meuse, c'est le grand fleuve, en tout cas au niveau de la Wallonie, qui vient de France, qui prend sa source en France, qui traverse toute la Wallonie et qui va aller se jeter dans la mer au niveau des Pays-Bas. Et donc, au niveau de notre contrat de rivière Semois et Cher, donc, nos cours d'eau se jettent dans la Meuse euh, au niveau de la France. Voilà. Et donc, des éléments qui arrivent au niveau de la Meuse, s'il y a des problématiques, elles peuvent arriver également au niveau de la Semois. Ok, bah, quand vous voulez. Alors, si vous me donnez le top départ, je me lance. Bah, top départ, alors, on va faire ça comme C'est ça. ça. Bonjour à tous. Alors, là, donc, je suis très heureux d'avoir été invité pour partager avec vous, on va dire, certains résultats qui ont été acquis lors de ma thèse que j'ai réalisée à Namur, avec l'aide justement de Nelson, qui est ici au Contrarivière maintenant, que je salue. Et je vais donc vous présenter un petit peu les impacts des changements globaux sur les communautés aquatiques de la Meuse, en me focalisant sur les communautés de macro-invertébrés et de poissons. Donc ça va être un gros morceau qui va nous occuper pendant une grosse demi-heure. Donc je m'arrêterai si vous avez quelques questions à poser, et après, ce sera plus une ouverture du débat pour présenter quelques résultats et parler de l'aménagement des grands cours d'eau et l'impact que ça peut avoir, notamment lorsqu'il y a des perturbations extérieures qui viennent sur les communautés. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, de changements globaux, on a tout de suite tous en tête l'augmentation des températures. Donc, effectivement, depuis les dernières décennies, on va dire, les températures de l'air augmentent très fortement à l'échelle planétaire, et ça a un impact également notable, parce qu'il y a une corrélation entre la température de l'air et la température des cours d'eau, mais ça a aussi un impact sur le régime des cours d'eau. Et on peut voir sur cette modélisation que, effectivement, tous les cours d'eau, là c'est ciblé sur l'Europe, mais on peut voir que même les cours d'eau du nord européen sont impactés par le réchauffement climatique, donc même les pays Suède, Norvège, etc. Donc j'imagine qu'au Canada, le résultat doit être à peu près similaire. Et donc, qu'est-ce que j'entends par perturbation du régime? C'est certainement avec des périodes de crue plus importantes. On en a une en Wallonie qui a été assez destructrice cet été. Mais généralement, on va s'orienter vers donc des périodes de crue très importantes, mais aussi des périodes d'étiage qui vont être très marquées. Et dans les cours d'eau, tout est un petit peu connecté. Donc, si finalement on a moins d'eau dans notre rivière, on va finalement avoir, comme vous pouvez le voir ici, une perte de connectivité entre le lit mineur, la berge et aussi le lit majeur. Donc, certaines espèces, par exemple, ne pourront pas faire leur cycle biologique intégralement. Donc, on a une perte de connectivité, mais aussi lorsque la lame d'eau est beaucoup plus faible dans votre cours d'eau, vous allez avoir une température de l'eau qui va rapidement augmenter, beaucoup plus rapidement, surtout si votre rivière est ensoleillée. Et qui dit température plus haute, dit également une concentration d'oxygène dissous, donc l'oxygène qui est disponible pour la faune, qui sera beaucoup plus réduit dans le cours. Donc, température plus élevée, moins d'oxygène et aussi finalement des polluants, des concentrations de nutriments qui seront beaucoup plus importantes, parce que les rejets urbains, par exemple, seront toujours là. Donc vous voyez, vous le savez certainement, mais voilà, le milieu aquatique et les rivières sont finalement, tous les paramètres hydrologiques, ripiscibles, climat, tout ça, ça va interagir sur la physico-chimie, donc sur la qualité de l'eau, mais aussi la qualité de l'habitat de nos rivières. Et également, cela va influencer, on va dire, toute la biocénose, c'est-à-dire, on va dire, les plantes, les macroinvertébrés, les poissons, tous les êtres vivants, on va dire, qui vivent dans ce milieu. Donc ça, c'est un schéma un petit peu simpliste. Ça, c'est un schéma un petit peu plus scientifique, si vous voulez. Donc, on retrouve les grandes catégories, climat, occupation du sol, qualité de l'eau, etc. Et l'impact sur les macroinvertébrés et les poissons. Mais il me semble que quand on regarde ce schéma, il manque quand même quelque chose. Il manque une chose, un paramètre vraiment très important qui peut influer les macroinvertébrés et les poissons.
et qui est impacté également, favorisé par les activités humaines et par les changements globaux. Donc, vous le savez très bien, ces espèces-ci, cet impact-ci, pardon, ce sont des espèces exotiques envahissantes. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? Le réchauffement climatique va favoriser, via les activités humaines, l'apparition, on va dire, la résilience de ces espèces dans l'environnement. Du fait des activités humaines, on a énormément d'espèces dites exotiques qui viennent d'autres pays, d'autres zones géographiques que la nôtre, qui arrivent et qui arrivent dans le milieu. Mais toutes ces espèces-ci ne vont pas se naturaliser, ne vont pas réussir à s'établir et à se reproduire. Mais en augmentant, en altérant les régimes hydrauliques et en modifiant le milieu, finalement, ou en le simplifiant, le milieu, ça va permettre à certaines espèces de s'établir. Si vous regardez le schéma qui est à droite, voilà, si ici vous avez une situation initiale avec énormément d'espèces exotiques qui sont présentes mais qui n'arrivent pas à s'établir dans le milieu, mais si vous modifiez l'environnement, et ben finalement vous allez avoir des nouvelles espèces qui vont pouvoir s'établir. Comme vous voyez ici, il va y avoir des nouvelles espèces de plantes, si vous augmentez, si vous altérez, on va dire, le régime hydrique, etc. Et en fait, ce phénomène est relativement important. Vous pouvez voir ici le nombre d'espèces de poissons recensées dans les grands bassins versants de l'ouest de l'Europe. Donc ici, vous avez la Seine, la Loire, la Garonne, l'Elbe, la Meuse, le Rhône, le Rhin, etc. Et vous pouvez voir qu'il y a une part importante d'espèces exotiques par rapport à d'espèces indigènes. Donc finalement, dans la rivière Meuse, vous avez un tiers des espèces recensées qui sont des espèces exotiques. Pas forcément envahissantes, mais qui sont des espèces exotiques quand même. Et donc, ce rapport peut être vraiment très important, notamment dans certains fleuves français, comme la Garonne, la Loire, où quasiment près de la moitié des espèces de poissons recensées qui sont des espèces exotiques envahissantes. Donc, ce phénomène est relativement important et peut venir relativement brutalement. Ici, je vous montre un petit diagramme de la proportion de macro-invertébrés exotiques dans la communauté. Donc, avant les années 2000, sur les 2 stations étudiées, vous avez entre 10 et 20% de la proportion, donc de l'abondance de macro-invertébrés qui étaient exotiques. Et quelques 15 années plus tard, vous pouvez voir que ce chiffre a été multiplié par 2. Donc, 20 ans plus tard, on a quasiment 40%, entre 30 et 40% des macro-invertébrés qu'on retrouvait en Meuse qui étaient des espèces exotiques envahissantes. Et de nos jours, en Meuse, on retrouve énormément de Dichirogamaurus, donc les gamartueurs, de Corophium, de moules zébrés. Tout ça, ce sont des espèces qui sont plutôt des espèces du delta de la Volga, donc plutôt vers de l'est de l'Europe. Donc ce phénomène est relativement important et peut être très 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 rapide. Ici, vous avez le Corbicula fluminea, qui est une espèce de corbicule asiatique, qui a fait son apparition, enfin on l'a détecté en 98 vraiment dans la rivière Meuse, et comme vous pouvez le voir, elle était déjà bien établie, et en l'espace de 7 ans, du fait des activités humaines très certainement, et finalement, cette espèce a réussi à coloniser quasiment jusqu'à la totalité de la Meuse. Donc voilà, c'est un phénomène qui est très important, qui modifie très fortement les communautés et qui peut être très rapide. Et donc pour visualiser un petit peu plus finement l'abondance de ces mollusques dans l'environnement, j'ai comparé une étude de 1983 qui a recensé tous les mollusques de la Meuse à une période donnée. Et vous pouviez voir qu'en 1983, il y avait relativement peu de mollusques en Meuse, donc environ 5,6 mollusques individus par mètre carré. Et donc, c'était essentiellement des espèces natives comme les anodontes ou les unioniers. On notait déjà à l'époque la présence occasionnelle de la dressène, donc de l'oule zébrée. J'ai réalisé la même étude 30 ans plus tard et on peut s'apercevoir que le nombre d'unioninés, donc le nombre d'espèces de mollusques natives a fortement diminué, mais au contraire, on a eu une explosion vraiment très importante des mollusques dits exotiques, donc 2 espèces de dressène et l'espèce de corbicule. Et on est passé de 5 individus, on va dire 6 individus par mètre carré, à quasiment 700 individus par mètre carré.
Donc vous imaginez qu'en l'espace de 30 ans, tout le circuit, on va dire, de transfert de matière a dû être altéré par cette arrivée brutale d'espèces exotiques. Donc voilà, pour en revenir à mon schéma précédent, il me semblait qu'il fallait parler et mentionner également les espèces exotiques envahissantes qui peuvent bénéficier du climat et des activités humaines et impactent très fortement les communautés. Ça, c'est un petit détail pas très intéressant. Donc, pour vous présenter un petit peu la zone d'étude, nous allons travailler sur la Meuse, qui est un fleuve qui traverse 3 pays, la France, la Belgique et la Hollande. Et donc, moi, je vais étudier seulement les données que je vais vous présenter. C'est seulement basé sur 430 km de rivière, depuis Saint-Mihiel, ici en France, jusque un petit peu en aval de Liège. Et j'ai à peu près 30 années de données. C'est un fleuve donc, oui, qui est soumis à de nombreux impacts physico-chimiques, biologiques et physiques, on va le voir ensemble. Et donc j'ai essayé de collecter énormément de données. Donc en termes de physico-chimie, j'ai pris les paramètres les principaux, donc la température, la chlorophylle, on y reviendra, donc l'oxygène dissous, le débit, nitrate, phosphate, etc. Pour la biologie, donc je me suis axé sur les macro-invertébrés et les poissons. Donc je remercie les pourvoyeurs de données. Donc malheureusement, il va falloir quand même que je vous fasse un petit aparté méthodologique pour que vous compreniez bien comment est structurée l'analyse. Donc le but, c'était de faire une analyse sur les changements qui ont eu lieu sur les 430 km de rivière en essayant de mettre de côté la différence de typologie entre la partie amont de la rivière et la partie aval. Donc pour ce faire, j'ai utiliser différentes analyses statistiques que je ne détaillerai pas ici. Mais par contre, je dois vous mentionner un problème, c'est que voilà, il y a une très grande différence entre la Meuse belge et la Meuse française en termes d'habitat. Comme vous pouvez le voir ici, la Meuse belge a été fortement canalisée, tandis que la Meuse française est beaucoup plus naturelle. Et on peut quasiment la traverser à pied quand c'est encore en période d'étiage. Et donc, forcément, nous n'allons pas avoir les mêmes espèces sur les deux stations parce que l'habitat est fortement différent. Et donc, si je veux montrer qu'il y a un impact de la température à l'échelle de ces 430 km de rivière, je ne peux pas juste me baser sur le nombre des taxons parce que, évidemment, nous n'allons pas avoir les mêmes taxons en amont qu'en aval. Donc, je vais transformer tout simplement le nom des les inventaires taxonomiques, donc le nom des espèces, je vais les transformer en traits d'histoire de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que des traits d'histoire de vie? C'est une information qualitative et quantitative associée à la biologie de l'organisme et à leur relation avec l'environnement. Ce n'est pas très clair, mais vous allez vite comprendre. Donc, il y a des chercheurs, certainement un petit peu fous, qui ont analysé toute la littérature sur les macro-invertébrés et sur les poissons, et ils ont pu décrire les préférences de ces différentes espèces à différents stress. Donc, que ce soit la température, que ce soit son régime alimentaire, que ce soit son habitat préférentiel, etc. Et donc, on débouche sur une fréquence d'utilisation de modalités de traits, c'est-à-dire, prenons un exemple, c'est toujours plus simple, si je regarde le trait nourriture, donc qu'est-ce que mange mon organisme, mon espèce, et j'ai 9 possibilités, qu'on appelle ici modalités. Donc, est-ce qu'il mange des sédiments fins? Est-ce qu'il mange des macrophytes vivants? Est-ce qu'il mange des vertébrés, des invertébrés? Et donc, en fonction de l'information que je trouve dans la littérature, je peux lui proposer des scores d'affinité pour les différentes modalités. Et donc, mon trichoptère ici que j'ai en photo, il consomme majoritairement des macro-invertébrés vivants. Vous voyez ici 30% de son régime alimentaire, des microphytes, etc., etc. Et donc, on a un profil de trait, donc des préférences au niveau du régime alimentaire, mais ça peut être également par des préférences thermiques, des préférences de reproduction, des préférences d'habitat, etc., etc. Et ainsi, je gomme le problème lié à mon espèce et je le transforme en traits biologiques. Ce que j'ai fait pour un individu, je peux le faire pour toute ma communauté. Et donc voilà, ici vous pouvez voir que
sur cet exemple, ma communauté, je peux décrire les préférences, le préférendum de ma communauté. Quelle est la taille maximale potentielle de mes individus? Est-ce que je vais faire des petits ou des grands individus? Est-ce que c'est une faible fécondité, une forte fécondité, etc. Et donc, si, encore une fois, un petit schéma pour m'assurer que vous avez bien compris. Et donc, si je prends une communauté potentielle de tous les macro-invertébrés qui sont susceptibles d'être présents sur le territoire, on va dire en Europe de l'Ouest, et que je les mets dans le bassin de la Meuse, et ben, il y a certains macro-invertébrés qui ne pourront pas survivre parce qu'ils ne sont pas adaptés aux caractéristiques du bassin versant. Et si je descends d'une échelle, d'autres macro-invertébrés ne pourront pas s'implanter au niveau du tronçon parce que les caractéristiques physico-chimiques de la rivière ne lui conviennent pas, etc. Et à l'échelle du méso-habitat, donc là où je fais mon prélèvement, il va y avoir seulement les espèces qui sont, on va dire, qui sont spécifiques, qui sont adaptées à l'environnement. Et donc j'ai une communauté observée, donc c'est celle vraiment que j'ai pu récolter, et j'en découle un certain nombre. Je peux traduire ce nom d'espèce en traits biologiques observés. Et si je rajoute un stress, c'est-à-dire une augmentation par exemple de la température, il va y avoir certains macro-invertébrés qui ne pourront pas se développer du fait de l'augmentation des températures, et donc il y a certains traits biologiques qui vont disparaître ou alors s'atténuer au niveau de la communauté. Voilà, c'était pour l'aparté technique, j'espère que vous avez bien suivi. Et donc, pour la suite, je ne vais plus regarder le nom des espèces, mais je vais regarder plutôt le rôle de ces espèces dans la communauté. Alors, passons aux résultats. Alors, au début, dans un premier temps, j'ai voulu montrer quels étaient les grands changements qui a eu lieu en Meuse sur les 30 dernières années. Et on peut voir ici que la température, finalement, a significativement augmenté au cours de temps, très significativement. Donc, vous voyez, avec une p-valeur très très faible. Et donc, sur l'espace de environ 30 ans, la température moyenne, d'accord, c'est une température moyenne, la température moyenne de la Meuse a augmenté de plus d'1 degré Celsius pour l'ensemble des stations étudiées. Évidemment, il y a des variations interannuelles, mais ce n'est pas ça qu'on regarde, et il y a aussi des variations au niveau des saisons et des mois. Mais là, on regarde plutôt d'une manière plutôt globale, et on peut toutefois s'apercevoir que l'augmentation des températures est beaucoup plus importante pendant les périodes estivales, et c'est d'autant plus problématique que finalement, c'est le moment où il y a le stress qui est le plus important, du fait que les températures sont normalement plus élevées en été plutôt qu'en hiver. Et donc, quel est l'impact de cette augmentation de température sur les communautés de macro-invertébrés? Eh ben, on a justement un trait biologique ciblé sur les températures préférendum, sur les préférendums thermiques des macro-invertébrés, et on peut voir que finalement, il y a une belle corrélation entre, il y a une augmentation des espèces eurythermiques ou qui apprécient les températures élevées. Donc le nombre de macro-invertébrés qui sont résistants aux températures élevées a significativement augmenté au cours de ces 20 dernières années. Et on a une corrélation entre la température de l'eau, donc le réchauffement des températures, et l'augmentation de la présence de ces macro-invertébrés. Donc jusqu'ici, tout se tient. Et donc ça a déjà été démontré sur le Rhône ou sur d'autres rivières. Il y a clairement des macro-invertébrés qui préfèrent les températures élevées et d'autres qui disparaissent une fois que la température passe un certain seuil. Vous pouvez le voir ici. Ici, on a les espèces qui apprécient plutôt les eaux froides, et ici, plutôt les espèces qui apprécient les eaux chaudes. Et qu'en est-il des taxons qui sont au contraire, qui préfèrent justement les eaux froides, des espèces dites sténothermes? Et ben, on peut voir que l'abondance des espèces sténothermes diminue très significativement au cours du temps, mais qu'il n'y a pas de corrélation avec les températures de la Meuse.
avec l'augmentation des températures qui a été illustrée en Meuse. Alors on peut se poser la question pourquoi. Pourquoi? Peut-être parce que mon jeu de données n'est pas assez ancien. Mon jeu de données commence en 98 et à cette époque-ci, la Meuse était déjà fortement polluée, avec énormément de rejets urbains, et l'habitat avait déjà été fortement modifié. On sait souvent que les espèces qui sont thermosensibles, donc qui apprécient les eaux froides, sont plutôt des espèces exigeantes. Donc peut-être que les espèces étaient déjà rarifiées parce qu'il y avait d'autres pressions qui étaient déjà présentes en Meuse. Et j'ai trouvé dans la littérature une étude sur la Loire qui, elle, remonte aux années 70 et qui montre justement cet état de fait. Donc, dans les années 70, 80, ici, vous pouvez voir, on avait des taxons qui étaient vraiment très sensibles, donc qui aiment les eaux froides et de bonne qualité. Et quand on avance au cours du temps, donc vous pouvez voir les dates ici, 80, 83, 85, 90, dans les années 90 et 2000, pardon, avec les rejets urbains et l'augmentation de l'eutrophisation des cours d'eau, on s'aperçoit que ces espèces-ci ont tendance à disparaître au profit des espèces beaucoup plus tolérantes, notamment à la qualité de l'eau. Et puis, dans les années 2007-2010, viennent les stations d'épuration et l'amélioration de la qualité de l'eau, et qui va de pair également avec le réchauffement de la température. Et donc, finalement, on a des nouveaux taxons qui sont plus sensibles, donc qui apprécient les eaux de bonne qualité, mais qui sont peu sensibles à la température de l'eau. Donc, qui aiment les eaux chaudes, mais des eaux chaudes de bonne qualité, si vous voulez. Donc, les espèces sténothermes ont disparu au profit des espèces exigeantes, mais plutôt qui apprécient plutôt les eaux à température libre. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on a pu apercevoir en Meuse également, sauf que la qualité de l'eau n'est pas suffisante pour récupérer, on va dire, des espèces plus sensibles. Et au niveau des poissons, on s'est ciblé sur les macroinvertébrés pour l'instant, mais j'ai étudié également les poissons. Mais par contre, pour les poissons, il n'y a pas de trait biologique qui est ciblé sur le préférendum thermique. Donc, je n'ai pas pu montrer d'impact de l'augmentation des températures sur la communauté de poissons. Et pourtant, on sait dans la littérature que les poissons sont quand même sensibles à la température de l'eau et qu'il y a des espèces qui ont un range de température pour la reproduction qui est beaucoup plus faible. Et donc, une augmentation de la température pourra certainement gêner ce type d'espèce. Mais voilà, moi, je n'ai pas réussi à montrer un quelconque lien entre la température et les communautés de poissons. Vous mentionnez aussi que j'ai travaillé sur les zones très en aval de la rivière, donc des zones à Brême, des zones à Barbeau pour le mieux, mais que j'imagine que l'impact doit être beaucoup plus important pour les zones qui sont situées plus en amont, donc tout ce qui est zone à truite et zone à ombre, donc ce sont des espèces qui apprécient les eaux de bonne qualité et des eaux froides, et j'imagine que pour ces espèces, l'augmentation des températures et la modification du régime hydrologique du cours d'eau doit être assez problématique. Par contre, les poissons ont fortement réagi en lien avec un autre phénomène. Et le phénomène, donc je ne sais pas si vous avez cette espèce-ci au niveau du Québec, mais c'est l'augmentation d'oiseaux prédateurs, ichthyophages, qui est le grand cormoran. C'est des espèces qui étaient à l'origine plutôt dans les estuaires et qui ont profité des activités humaines et de la modification des grands cours d'eau pour remonter les rivières et pêcher dans les grands canaux et dans les grandes rivières et impacter par là même donc, les communautés de poissons. Et on a pu voir en Meuse qu'il y a une forte augmentation. Ce sont des données centrées réduites pour minimiser la variabilité interstation, mais on peut voir qu'il y a quand même une forte augmentation des abondances de grands cormorans en Meuse entre les années 90 et les années 2005. Et cet impact du grand cormoran, cette présence du grand cormoran a eu un impact sur les poissons, et notamment sur les espèces de grande taille qui sont matures plus tardivement et qui se reproduisent moins d'une fois par an.
au profit des espèces de plus petite taille qui se reproduisent beaucoup plus fréquemment. Donc, c'est vraiment la stratégie R et la stratégie K, donc des espèces qui ont un taux de reproduction très important, qui sont matures très vite et qui sont beaucoup moins impactées par une pression de prédation très importante. Au contraire, les espèces à croissance lente vont être beaucoup plus impactées par les prédations. Alors, autre phénomène qu'on a pu observer en Meuse, et un phénomène très important, c'est la diminution de la chlorophylle A. Alors, la chlorophylle A, c'est un marqueur qui permet d'évaluer, de quantifier l'abondance du phytoplancton dans la rivière. Donc, et en l'espace de 25 ans, la concentration de chlorophylle A a vraiment chuté en Meuse, avec une chute de près de 90% sur certaines stations. Vous voyez, dans les années 90, on avait des taux très très importants, et à la fin des années 2010, on avait des taux vraiment très minimes. Et qui dit faible taux de phytoplancton dit également très faible présence du zooplancton. Alors, le phytoplancton, pour se développer, a besoin de nutriments. Et donc, on pourrait penser que si on a moins de phytoplancton dans la rivière, c'est parce que les eaux ont été épurées, qu'il y a moins de nutriments dans la rivière. Et effectivement, quand on regarde la courbe, les concentrations de nutriments, nitrates, phosphates, etc., ont vraiment chuté au cours des 30 dernières années. Et ça, c'est une très bonne chose. Toutefois, on a des taux toujours relativement importants. Et donc, il y a encore suffisamment de nutriments, si vous voulez, il y a suffisamment d'aliments pour permettre au phytoplancton de se développer sans problème. Donc, il faut aller chercher les causes ailleurs. Alors, rappelez-vous, je vous avais parlé des mollusques en début de cette présentation. Et ben, dans les années 90, avant l'apparition des mollusques invasifs, on était dans cette situation-ci. On avait vraiment une grosse production de phytoplancton qui passait dans la chaîne alimentaire vers le microzooplancton, puis le macrozooplancton, et qui était consommé en partie par les poissons. Ce phytoplancton était également partiellement consommé par les dracènes et les linosidés qui étaient déjà présents sur le territoire. Mais les densités de mollusques étaient relativement faibles. Arrive Corbicula fluminea avec ses abondances très importantes, et la boule zébrée également, et donc la quantité de mollusques a vraiment augmenté. Donc une grosse partie du phytoplancton qui avant se dirigeait vers la colonne d'eau, qui était donc consommée par le macrozooplancton puis par les poissons, et ben une grosse partie de ce flux de carbone qui allait dans la colonne d'eau, ben maintenant va être consommée par les mollusques filtreurs, donc les bivalves. Et donc, tout ce carbone et toute cette matière va être après déposé sur le fond de la rivière et donc ne sera plus accessible dans la colonne d'eau. Et quel est l'impact pour les macroinvertébrés et pour les poissons? Donc ça, l'article de ma collègue ne l'a pas montré, mais moi j'ai essayé d'aller voir un petit peu quel était l'impact de cette diminution du phytoplancton sur les macroinvertébrés et sur les poissons. Pour les macroinvertébrés, eh ben, on a pu voir une très forte augmentation seulement sur l'abondance des racleurs de substrat. Donc les autres macroinvertébrés n'ont pas été impactés, à part les mollusques qui ont fortement augmenté. Et donc, qu'est-ce qu'un racleur de substrat? Eh ben, tout simplement, c'est un mollusque qui va consommer les micro-algues et les micro-invertébrés qui se développent sur le fond de la rivière. Alors, il faut penser que dans les années 90, quand il y avait énormément de phytoplancton, l'eau était très très trouble en Meuse. On ne voyait vraiment pas du tout le fond de la rivière. C'était vraiment une bouillie verte. Avec l'arrivée des bivalves, eh ben, on a eu une eau beaucoup plus claire, avec quasiment plus de phytoplancton, et donc les rayons du soleil ont pu pénétrer en profondeur et aller frapper le fond de la rivière. Et donc, il y a eu développement, un petit peu de développement d'herbiers, mais il y a surtout des petites algues et des micro-invertébrés qui se sont développés. Et donc, certains macro-invertébrés qui se nourrissent de ça ont pu en profiter. Et au niveau des poissons, eh ben, on peut voir qu'il y a eu une diminution
très forte des poissons omnivores qui évoluent dans la colonne d'eau. Tous ceux qui se baladaient, toutes les espèces de poissons comme le gardon et la vandoise qui se baladent dans la colonne d'eau, la bouche ouverte pour gober un maximum de macro-invertébrés, de phytoplancton et de zooplancton, pardon, et tous ces espèces-ci ont été fortement impactées. Et au contraire, il y a certains poissons qui se nourrissent plutôt de macro-invertébrés, qui eux, les macro-invertébrés benthiques, pardon, qui eux ont pu augmenter au cours du temps. Et oui, donc ça c'est vraiment pour vous montrer que nos cyprins qui se nourrissent dans la colonne d'eau ont vraiment diminué très fortement au cours du temps. Et donc pour résumer la situation, qu'est-ce qui s'est passé en Meuse au cours de ces 30 dernières années? Et à l'époque, on avait un système très riche, avec une très forte production de phytoplancton et de zooplancton, qui était consommé abondamment avec une très forte population de gardons et autres, donc des espèces qui évoluent dans la colonne d'eau. Et finalement, on avait une proportion relativement faible de poissons invertivores benthiques qui consommaient les macro-invertébrés benthiques. Donc arrivent les corbicules, l'eau est beaucoup plus claire, développement de végétation, augmentation de certains taxons de macro-invertébrés qui broutent, on va dire, le fond de la rivière. Diminution très forte de la quantité de zooplancton, et donc finalement nos espèces qui se nourrissent dans la colonne d'eau ne trouvent pas suffisamment d'énergie dans la colonne d'eau, donc se retrouvent à devoir consommer des macro-invertébrés benthiques, et il y a une compétition donc, pour les ressources benthiques entre les espèces bentivores spécialisées, des espèces plutôt omnivores dans la colonne d'eau, et donc on a une réduction de l'abondance de ces derniers. Et pour terminer avec cette partie-ci, quel est l'avenir pour les communautés de poissons en Meuse? Oui, même mes résultats datent déjà d'il y a plus de 10 ans, et en 10 ans, il y a eu énormément de changements. Donc, c'est vraiment très cyclique au niveau des changements au niveau de la Meuse. Donc, on avait un système très riche, beaucoup de gardons, puis apparition des mollusques et diminution du phytoplancton, donc beaucoup moins de gardons, en lien aussi avec la prédation, il ne faut pas oublier. Mais depuis quelques temps, on a l'apparition du goby, donc c'est une espèce aussi qui vient d'Europe de l'Est, et c'est une espèce molluscophage. Et donc, on pourrait imaginer que ces gobies commencent à manger les mollusques qui permettraient peut-être au développement, au phytoplancton de se développer un petit peu plus et de remonter, et les gardons pourraient peut-être par là même remonter à terme en termes d'abondance. Mais il ne faut pas oublier également qu'il y a l'apparition du silure en Meuse, qui est un poisson prédateur, et lui aussi, il a certainement son impact au niveau des communautés ichthyologiques. Donc vous voyez, c'est un milieu, la Meuse belge est un milieu vraiment très fort perturbé, et avec des variations vraiment très importantes en termes de communauté et dans un délai très très court. Donc je serais curieux de voir ce qui va se dégager par la suite. Donc voilà, si vous voulez poser quelques questions avant la suite de la présentation, que l'on fera si on a le temps. Il est 15h07. Je crois que je suis encore dans les temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je peux continuer la présentation et partir plutôt sur l'aménagement des cours d'eau et son impact sur les communautés. J'invite les gens qui ont des questions à lever la main via la touche en bas de leur écran. Il n'y a pas eu de questions pendant la présentation. Il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Je pense que tu peux continuer. OK. Alors, donc, les résultats que je viens de vous présenter, c'était des résultats qui étaient basés sur une analyse statistique qui permettait de
lisser, on va dire, les différences entre la noce française et la noce belge. Rappelez-vous, la noce belge très modifiée, tandis que la noce française était plutôt naturelle. Dans la suite de la présentation, je vais plutôt essayer de mettre l'accent, cette fois-ci, sur la différence entre la zone amont, qui est plutôt naturelle, avec la zone aval, qui est plutôt perturbée. Alors, quand on regarde les populations de poissons, de nouveau au niveau de la Meuse belge, on peut voir que dans les années 90, on avait des abondances vraiment très importantes. Et au début, milieu des années 2000-2010, on a eu vraiment un effondrement des stocks. Tandis qu'en France, si on passe la frontière, vous voyez ici, on est directement après la frontière belge, on a un petit secteur de rivière qui est magnifique. Et sur ce secteur-ci de rivière, il y a eu un suivi qui a été réalisé à long terme par nos collègues français. Et on peut voir qu'il y a effectivement des variations au cours du temps, mais on ne constate pas du tout le même phénomène, on n'a pas du tout la même chute en termes de densité, d'abondance de poissons. Pourtant, on a les mêmes pressions. On a eu une diminution du phytoplancton sur l'ensemble de la rivière, on a eu la pression de prédation liée au cormorans sur l'ensemble de la rivière. Alors pour moi, la seule chose qui différencie les deux stations, c'est juste la qualité de l'habitat. Et on peut voir que la réponse des poissons n'est pas du tout la même. Donc si on cible, si on cible un petit peu sur la Meuse belge, donc ça ressemble à ça, un grand cours d'eau lentique, avec des barrages successifs qui maintiennent un niveau d'eau très haut et un débit très très lent. Et la Meuse française qui ressemble plutôt à ça, donc un cours d'eau très dynamique, avec des berges naturelles, de la végétation et un habitat assez préservé. Et donc, si pourtant, voilà, je vous l'ai dit, les pressions étaient les mêmes, et donc, qu'est-ce qui peut expliquer la différence de communauté? C'est très certainement l'habitat. Donc, comme j'ai regardé dans la littérature, j'ai trouvé une très intéressante étude de Mantica et Pringle qui modélise, en fait, c'est un cumul, c'est une review, donc c'est un cumul de plein d'analyses de publications qui ont lieu sur le sujet. Et donc, quand ils consultent toutes ces publications, ils se rendent compte que l'effet du changement climatique sur la diversité des macroinvertébrés et des poissons est relativement faible. Donc l'augmentation des températures a qu'un effet réduit sur les communautés de poissons et de macroinvertébrés, dans la plupart des études consultées. Si l'on regarde également l'urban growth, donc l'augmentation, l'urbanisation, on va dire, des cours d'eau et le rejet, l'augmentation des rejets d'azote et de phosphore dans la rivière, et ben, on peut s'apercevoir que ça n'a quasiment aucun effet sur les communautés de poissons, mais par contre un léger effet sur les macroinvertébrés. Et si on cumule augmentation de la température et modification et augmentation des rejets dans la rivière, et ben, on a aussi un effet relativement réduit. Par contre, si on commence à appliquer les mêmes effets, mais on ajoute la destruction de l'habitat, ici c'est focalisé sur la destruction de la ripiscile, on peut s'apercevoir qu'on a vraiment une chute très impressionnante de la diversité taxonomique, aussi bien pour les macroinvertébrés que pour les poissons. Mais en revanche, si dans un contexte de réchauffement climatique et d'augmentation de la taille des cités, mais par contre, si au lieu de détruire la ripiscile, si on fait de la renaturation, donc si on replante et si on recrée des berges naturelles, on voit tout de suite qu'il y a une augmentation positive de la diversité taxonomique pour les poissons et surtout pour les macroinvertébrés. Donc voilà, on se focalise fort sur les changements climatiques et leurs impacts, mais je pense qu'il y a surtout un impact très important et une résilience du système très forte pour les milieux préservés. Plus on va abîmer un milieu, moins finalement le milieu sera résilient, sera résistant aux perturbations,
Et donc, le moindre changement, donc que ce soit l'apparition d'une nouvelle espèce ou un stress lié à une augmentation de la température, et ben, tout de suite, le moindre changement va avoir un impact beaucoup plus fort sur les communautés, tandis qu'un système en meilleur état, donc les communautés évoluant dans un système en meilleur état, vont pouvoir encaisser beaucoup plus facilement ces nouvelles perturbations. Voilà, c'était essentiellement ce que j'avais préparé, et après je vais m'arrêter là parce que ça devient un peu plus long et un petit peu plus complexe. Donc voilà, si vous avez des questions de nouveau, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une petite. Oui. Justement, le dernier diapo sur l'évolution des populations en fonction de l'état du cours d'eau. Est-ce que c'est juste l'aménagement de la berge qui a amené ce résultat, ou c'est l'aménagement du cours d'eau? Dans cette diapo-ci, hein. Ouais. Oui, et ici, donc c'était vraiment donc c'est un cumul de la littérature, donc de review, c'est une review, donc c'est une analyse de différentes publications. Et là, c'était vraiment ciblé sur la zone riveraine, donc vraiment plutôt sur les berges. Et je ne sais pas, par contre, s'il y a vraiment eu un impact également s'il y a eu une renaturation plus complète. Ça, je ne pourrais pas vous dire, parce que voilà, il y a 134 sites, donc il y a 134 publications qui ont été cumulées, quoi. Mais j'imagine que effectivement, plus on va loin dans la renaturation, meilleure sera la réhabilitation. Hein. Si on se contente juste de faire une petite berge en pente douce au lieu de mettre des gabions, bah, c'est déjà très bien. Mais si on commence à aller plus loin en reméandrant et en alternant les faciès, on va tout de suite avoir un résultat beaucoup plus positif pour les communautés. Et est-ce qu'il y aurait une distance minimum, moyenne ou maximum sur l'efficacité d'une bande riveraine au niveau de la population de ces... Oui, là vous me posez une colle, parce que ça fait longtemps que j'ai pas consulté ce type de littérature, mais effectivement, je pourrais plus vous donner un chiffre, mais dans les travaux de Malavoie et autres, clairement, pour qu'un aménagement soit vraiment utile et un impact positif, il faut que ce soit fait sur un secteur relativement important. Moi, j'ai toujours des doutes quand on arrive en ville et qu'il y a des projets de réhabilitation et qu'on va mettre 2 blocs-ci, on va planter une plante là, et dans la rivière, c'est plus pour faire joli que pour vraiment restaurer le milieu, quoi. Si on veut vraiment quelque chose d'efficace, il faut penser sur un long linéaire et être relativement ambitieux dans ces aménagements. Mais je ne pourrais pas vous dire de chiffres comme ça. Et largeur de bande riveraine efficace? Ça dépend en quel contexte. En milieu urbain, où généralement on n'a pas vraiment le choix, mais en milieu agricole, généralement il faut laisser, on dit toujours 10 mètres, mais c'est plutôt 30 qui serait le plus idéal, quoi. On est à 3. La norme au Québec, c'est 3 mètres. C'est 3 mètres. Ouais. Donc Oui, en milieu agricole, en milieu résidentiel et autres, là, c'est 10 à 15 mètres, voire, je crois, 30 mètres en milieu forestier. Jusqu'à 30 mètres. Il y a le contrat de rivière qui a une question. Oui, c'est une question qui n'avait rien à voir par rapport à la végétalisation, mais c'est par rapport aux poissons. Au niveau de la Wallonie, est-ce qu'on a une idée de l'évolution du silure? Vraiment, est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que c'est parce qu'on parle d'un impact sur les gobies notamment? Et moi, je n'ai pas d'infos par rapport à ça, voir s'il s'installe tranquillement ou si c'est
voilà, si c'est faut remarquer. Oui. Alors, les seuls résultats que l'on a, finalement, les seuls inventaires qui sont vraiment fiables sont ceux-ci, viennent du suivi de certaines passes à poissons. Ici, c'est la passe à poissons visée près de Liège. Et donc, clairement, on a une augmentation qui est très importante des abondances. On a réalisé aussi par le passé beaucoup de pêche électrique en bateau. Et effectivement, au cours des dernières années, on a pu voir le nombre de prises être multiplié par 4 et 5. Donc, c'était vraiment une augmentation très importante. Malheureusement, pour quantifier, vraiment avoir une idée très précise de l'abondance du silure, alors là, il faut commencer à mettre des filets maillants avec trois rangées de mailles, parce que c'est des espèces assez costaudes et assez résistantes. On avait fait des essais il y a ça 10 ans. On avait eu des silures jusqu'à 2,30 m, je crois, en Meuse. Et malheureusement, faute de financement, on n'est pas allé plus loin. Donc, on n'a pas fait de capture, marquage, recapture ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est clair qu'on a une augmentation très forte du silure ici. Et ce qu'on aimerait bien lancer avec les pêcheurs, c'est une application, je ne sais pas si ça existe au Québec, mais une application qui permettrait aux pêcheurs de renseigner lorsqu'ils ont une prise, renseigner la localisation, le temps de pêche et le nombre d'espèces capturées. Et donc ça permettrait vraiment d'augmenter, on va dire, nos connaissances sur les poissons et qui restent un groupe assez peu étudié en région wallonne, parce que voilà, ça coûte cher de faire des pêches électriques, c'est pas réalisable partout, il y a des espèces qu'on ne sait pas capturer. Voilà, donc c'est un projet qu'on a au DEMNA. Eh bien, pour une fois, on est en avance. Elle n'est pas encore disponible. On est sur le point de la finir, justement, cette application. C'est un projet interne du Cobaric, en fait. On n'a pas réussi à trouver de financement, mais on avait la conviction de l'utilité de l'application. Pour l'instant, elle est développée sur Android. La seconde étape va être de la mettre disponible sur iOS. Okay. Le pêcheur va renseigner en fait sa prise, une photo de sa prise, localisation. On récupère la météo, la taille du poisson, le poids du poisson éventuellement si on arrive à le déterminer, et l'effort de pêche. Et ça, c'est principalement pour appuyer l'intervention du ministère qui, quand il veut étudier une espèce, doit faire une pêche normalisée, donc c'est tuer énormément de poissons. Et avant de s'embarquer dans des frais et une démarche comme ça, l'application va permettre en fait d'avoir quand même une bonne comment dire, image de la situation actuelle du stock. Oui, je suis persuadé que ce genre de surveillance citoyenne, entre parenthèses, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. En tant que gestionnaire, je crois qu'on est tous confrontés au même problème. On a de moins en moins de budget pour la surveillance. Et par contre, il y a de plus en plus de naturalistes en herbe, amateurs, citoyens qui sont intéressés par tout ça. Et maintenant, statistiquement, on a vraiment des très chouettes outils qui permettent d'analyser assez finement et de tirer des tendances de toutes ces observations. Donc, voilà, c'est ce qu'on utilise pour faire du rapportage européen. Donc, pour les espèces exotiques envahissantes, avec les méthodes dites par list length, on peut vraiment tirer des tendances sur l'augmentation sur le territoire de telle ou telle espèce au cours du temps. Donc, et mes collègues de Natura 2000 le font aussi pour les espèces protégées. Et c'est très bien aussi pour trouver des espèces qui sont peu connues ou difficiles à capturer. Oui, donc, petit exemple au niveau local, chez nous, on a une société de pêche qui a, par rapport à la surveillance de truites, donc on fait de l'élevage de truites locales et également des pisciculteurs qui réempoissonnent, donc c'est deux types de poissons, je veux dire, différents. Et donc, on marquait les truites locales et les pêcheurs, quand ils prenaient le poisson, mettaient sur leur permis une croix à l'endroit si c'était une truite indigène ou pas. Elles étaient marquées en coupant une partie de la dipeuse.
Et donc, ça a permis notamment de se rendre compte que les poissons qui étaient locaux, on en retrouvait toute l'année quand on pêchait, et tandis que les poissons qu'on avait simplement déversés, ben, on les prenait pratiquement tous les premiers mois, je vais dire ça comme ça, et qu'après on n'en voyait plus. C'est un petit exemple, hein, mais voilà. Ouais. Donc l'intérêt des repeuplements, en fait, c'est plutôt pour faire un peu plaisir à un monsieur qui a pris son permis et pour qu'il ait Je des ne sais, poissons, mais sinon, pas si ça c'est, ne soutient pas vraiment la population locale. Enfin, en tout cas pas sur ce cours d'eau-là, D'accord. au niveau du thon, donc dans le sud. Et Monsieur Leblond, votre outil d'encodage, il est libre de droit? Enfin, c'est quelque chose qu'on pourrait réutiliser plutôt que réinventer la roue et développer nous-mêmes notre application, ou c'est quelque chose que vous avez développé et qui est payant? Moi, je suis le chargé de projet, je ne suis pas la personne qui a fait la programmation, là, mais on pourra s'entretenir sur, sur les échanges possibles ou quoi que ce soit là, D'accord. dans l'application. Merci. J'avais une question, mais je crois qu'elle elle s'est perdue en cours. Je ne sais pas si dans l'assemblée, il y a d'autres mains levées. Ça n'a pas l'air. Non, mais il n'y aurait pas d'autres questions. Si, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un montant lié, un montant de dépenses lié à la présence d'espèces exotiques envahissantes dans la Meuse? Est-ce qu'il y a un impact au niveau de la pêche, du tourisme? Je crois il n'y a vraiment pas grand-chose qui a été mesuré, calculé. Je sais que pour les Dressen, certaines centrales hydroélectriques et centrales nucléaires ont été impactées. Et donc là, vraiment, on a eu des essais avec du chlore, enfin voilà, des choses assez lourdes et qui a un coût relativement important pour ce qui est des gestions des conduites. Mais pour la chute du gardon, qui était un poisson qui était très apprécié des pêcheurs en Meuse, par exemple, c'est vrai que voilà, il y a eu de moins en moins de pêcheurs en Meuse à cette époque-ci, enfin au moment de la chute du gardon, et beaucoup de plaintes, les pêcheurs n'étaient pas contents, mais on n'a rien vraiment estimer ni quantifier. Maintenant, les pêcheurs sont très contents d'avoir du silure parce qu'ils peuvent capturer des gros poissons qui remettent à l'eau un petit peu comme les carpes, quoi. Donc, ils ont retrouvé leur compte, en fait. Mais non, sinon, on n'a pas fait d'études vraiment pour quantifier les coûts. C'est assez compliqué et c'est souvent ce que nous demandent de plus en plus les politiques, essayer de mettre un coup sur sur les impacts des invasives. Et on a eu cette réflexion pour le ragondin et pour le rat musqué, mais on s'est rendu compte que mettre en place ce type d'études, bah, ça ne se fait pas en un jour, c'est assez long et c'est très coûteux. Et donc ça a un peu refroidi le cabinet pour nous donner les fonds. Parce que c'est ça, ça aide toujours. Quand on arrive à mettre un prix dessus. Tout à fait. Et il y a eu une très chouette étude, je crois, réalisée par les Français. Il y a une base de données qui permet de noter, justement, de rapporter les impacts de tel ou tel projet de gestion ou telle espèce exotique envahissante. Et ils ont fait une grosse analyse. Elle date d'il y a un an, il faudrait que je vous la retrouve si ça vous intéresse. Okay. Ça pourrait être pertinent. Et puis c'est difficile à estimer vu le nombre d'espèces qui seraient concernées. Il y a plein d'initiatives un peu locales. Je vais prendre encore un exemple chez nous. Nous, au niveau de la semoichière, on a une dérogation pour pouvoir tirer le cormoran. Je ne sais pas si c'est partout pareil en Wallonie, mais voilà, c'est un exemple local, je vais dire, d'action qui peut être chiffré, puisqu'on peut estimer le temps que les agents y passent, etc. Mais c'est peut-être lacunaire quoi, en termes de données. Écoutez, je pense que ces derniers commentaires vont clore la session de webinaire
qu'on avait engagé dans le cadre de l'échange international. J'espère qu'il y aura des suites. On en aura apparemment toujours bien une pour l'application. Ça a l'air Oui, mais on d'être un aura sujet. encore l'occasion d'échanger. Là. On va Oui, pouvoir oui, oui. Et ce qui serait vraiment très chouette, ce serait de faire un format double. Par exemple, on a raté un petit peu le coche avec la Berce, mais ça aurait été, voilà, vous aurez présenté la Berce et puis nous, par la suite, notre état de gestion. On aurait pu en discuter, ça aurait été assez enrichissant, j'imagine. Ça peut être prévu à l'avenir. Ben, c'est ça, là, on était plus en format échange d'informations chacun de son côté. Et par la suite, je pense que justement, l'intéressant, ce serait d'avoir plus des tables d'échange plutôt que de faire des présentations sur le sujet. C'est de faire parler un panel d'experts d'un côté wallon. Pourquoi pas intégrer la France aussi? J'ai eu des contacts de gens intéressés par cette démarche. Donc oui, ben, nous, c'est quelque chose qu'on apprécie. C'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe chez les autres, de savoir si on est bien loti ou mal loti. Et ben, c'est ça. Par rapport à la France, donc au niveau de la Meuse française, nous avons beaucoup de contacts avec l'EPAMA, ce qu'on appelle l'EPAMA, Oui. et donc qui s'occupe de la Meuse française. Donc on fait déjà des journées d'échange en fait entre je veux dire, la Wallonie et la France, et on peut associer à ce moment-là, on peut associer tout le monde, quoi, effectivement. Bah, moi, je pense que ce serait pertinent. Là, avec la technologie actuelle, on peut rassembler 3 pays à la même table assez facilement. Et bah, c'est ça, ce serait plus vers ce type de démarche qu'on irait, peut-être moins régulier que les webinaires qu'on a fait là. Pour information, ils sont tous, bah, sauf le dernier en date, là, mais ils seront tous en ligne sur notre site internet. Donc, ceux passés, ils sont déjà, et celui de la Berce devrait arriver d'ici quelques jours, maximum semaine. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur les sujets qui vous intéressent. Sur ce, merci d'avoir participé, merci d'avoir assisté, et on se tient au courant pour les prochaines rencontres. Ok, très bien. Merci bien à vous. Merci, bonne journée. À bientôt.